pain from the ongoing government shutdown spreading to airports across the United States. Right now, a nationwide flight reduction is in effect. The FAA is forcing cuts at dozens of America's largest airports, citing safety concerns as air traffic controllers are working without pay. More than 800 flights have already been canceled. Here's what travelers are saying. It's difficult to understand how they just can't figure this out. You know, it's going to impact everybody. Hopefully they'll get back to normal, traveling and everything else. La reconfiguration des flux internationaux se manifeste rarement de manière aussi visible que dans les terminaux d'un pays qui était auparavant leader dans ce secteur. Début janvier, les données publiées par le département du commerce et l'administration de la sécurité des transports ont confirmé un phénomène logistique sans précédent. 7 des principaux aéroports internationaux des États-Unis fonctionnaient simultanément à plus de la moitié de leur capacité inutilisée. Les registres indiquaient des baisses cumulées de plus de 60% du trafic international dans des terminaux tels que JFK, LAX, Newark, Miami, Boston Logan, Portland et Seattle Tacoma. Cette réduction n'était pas due à des incidents ponctuels ni à des alertes de sécurité temporaires. Il s'agissait d'un nouvel État fonctionnel, soutenu par des flux mondiaux qui avaient cessé de converger vers les États-Unis au profit de nouveaux pôles à Dubaï, Toronto, Doha, Singapour et Francfort. En l'espace de 30 mois, le plus grand réseau aérien du monde a cessé d'être central et a commencé à être contourné. L'origine de ce déplacement ne peut être attribuée à un seul facteur. Cependant, le point de départ largement identifié par les analystes en infrastructure et les experts du secteur aérien a été l'adoption, en 2023, d'un ensemble de tarifs de rétorsion proposés par la présidence des États-Unis, visant les compagnies et les partenaires logistiques étrangers. Ce paquet a modifié les conditions d'exploitation des compagnies aériennes internationales qui disposaient de hubs stratégiques sur le sol américain, en augmentant les coûts douaniers, en imposant de nouvelles exigences en matière de documentation et en créant des obstacles à la compétitivité des entreprises étrangères sur des liaisons auparavant lucratives. Au cours de la même année, le nombre de vols intercontinentaux au départ ou à destination des États-Unis a chuté de 28% par rapport à la période précédente. 2 ans plus tard, les effets secondaires de cette refonte tarifaire ont pris une dimension structurelle. Au lieu de reprendre leurs flux antérieurs, les compagnies ont réorganisé leurs routes vers de nouveaux centres logistiques hors du territoire américain. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé dans la salle d'embarquement à ce moment-là. Ce qui s'est consolidé au cours des trimestres suivants est un phénomène plus large. Le remplacement progressif du rôle des États-Unis en tant que point de convergence et d'intermédiation du transport mondial. Le secteur du tourisme international a subi un ralentissement marqué, avec des pertes estimées à plus de 12 milliards de dollars selon le World Travel and Tourism Council. Mais plus que les chiffres absolus, ce qui a surpris les observateurs du secteur, c'est la rapidité avec laquelle les flux se sont réorientés. Contrairement à ce qui était prévu au début de la crise, les aéroports américains n'ont pas renoué avec la croissance grâce à l'assouplissement progressif des restrictions ou à des incitations locales. Au lieu de cela, les liaisons ont été consolidées vers de nouvelles destinations, avec notamment le renforcement des hubs en Asie, en Europe centrale, au Moyen-Orient et au Canada. Ce qui passait auparavant par New York, Miami, Seattle ou Los Angeles a été redistribué vers Toronto, Francfort, Singapour, Dubaï et Doha. Et, au sein des conseils d'administration des compagnies aériennes, cette réorganisation a été considérée comme définitive. Aucun aéroport n'a mieux symbolisé ce changement que JFK,
Le terminal international de New York, qui a été pendant des décennies considéré comme la principale porte d'entrée des États-Unis, a clôturé le 4e trimestre avec une baisse de 78% du volume des vols internationaux par rapport à 2022. Emirates a réduit de près de 60% la fréquence des vols sur la ligne Dubaï-New York. British Airways a supprimé les vols directs, redirigeant les correspondances vers des aéroports intermédiaires en Europe continentale. DHL et FedEx ont suspendu leurs opérations de fret nocturne et transféré leurs centres de tri vers des zones moins coûteuses et offrant une plus grande prévisibilité réglementaire. Le tableau décrit par les passagers, couloirs vides, guichets désactivés, cabines d'immigration inoccupées, n'était pas le résultat d'un ralentissement saisonnier. C'était la nouvelle norme. Los Angeles a suivi une trajectoire similaire. L'aéroport LAX, qui figurait autrefois parmi les 5 aéroports les plus fréquentés du monde, a terminé l'année avec une baisse de 71% des correspondances internationales. Le recul a été particulièrement marqué pour les vols en provenance d'Asie, ce qui a compromis les chaînes de valeur et affecté directement les secteurs du tourisme, de la culture et de la logistique en Californie. Cathay Pacific et Singapore Airlines ont fortement réduit leur présence dans le terminal. Les liaisons qui reliaient auparavant directement Tokyo, Hong Kong ou Singapour à Los Angeles sont désormais assurées via Vancouver, Séoul ou San Francisco. Cette reconfiguration a réduit de plus de 30% la durée moyenne du séjour des touristes internationaux sur la côte ouest des États-Unis. L'impact sur le secteur hôtelier a été immédiat. Dans des quartiers auparavant très fréquentés par les visiteurs internationaux, tels que Santa Monica et Westwood, le taux d'occupation a chuté. Miami, quant à elle, a connu un recul qui a dépassé le domaine du tourisme et a touché des réseaux commerciaux bien établis. La ville, considérée depuis des décennies comme le principal axe de connexion avec l'Amérique latine, a enregistré une baisse de 64% des arrivées internationales en provenance de pays tels que le Brésil, l'Argentine et la Colombie. Outre la réduction des liaisons aériennes, les opérateurs locaux ont identifié des goulets d'étranglement chroniques dans l'octroi des visas avec un délai d'attente moyen supérieur à 6 mois pour les citoyens latino-américains. Cela a réduit l'attractivité de Miami en tant que point d'entrée, affectant directement l'économie régionale. Les chaînes hôtelières de la région de Bal Harbour ont fait état d'un taux d'occupation inférieur à 40% au second semestre, ce qui était impensable quelques années auparavant. Boston, Portland et Seattle ont suivi des voies différentes, mais convergentes, le recul institutionnel du flux international. À Boston, la baisse des arrivées a compromis le flux d'étudiants étrangers, de chercheurs et d'experts liés aux universités de la région. À Portland, l'absence de vols réguliers a entraîné la fermeture des portes et le transfert des cargaisons vers Vancouver. Et à Seattle, le recul a coïncidé avec l'affaiblissement de la confiance institutionnelle dans le secteur aéronautique national, sous l'effet des crises réglementaires auxquelles ont été confrontées les entreprises du secteur basées dans la région. Le cycle est devenu visible. Moins de vols, moins de confiance, moins d'intérêt de la part des opérateurs internationaux et par conséquent, moins de ressources en circulation. C'est dans ce contexte que l'importance d'une analyse continue et technique du réalignement des infrastructures logistiques des États-Unis prend tout son sens. Pour ceux qui suivent l'évolution du système dans ses aspects les moins visibles, comprendre ce déplacement n'est pas seulement une question d'aviation, mais aussi une question de fonction stratégique. Le maintien ou l'affaiblissement d'un pays en tant que point d'intersection mondiale a des effets systémiques. Et chaque nouveau trimestre renforce la nécessité d'observer ces dynamiques de près, avec une responsabilité institutionnelle. À partir de là, il devient inévitable d'examiner comment différentes instances institutionnelles ont contribué, directement ou indirectement, au dépeuplement progressif des principaux aéroports américains.
La refonte logistique qui a eu un impact sur le trafic international n'est pas le fait d'un seul acteur, mais d'une série de décisions coordonnées entre le pouvoir exécutif, les départements de régulation, les organismes de sécurité et le Congrès lui-même. L'imposition de tarifs sous prétexte de souveraineté économique a déclenché une série de réactions opérationnelles qui se sont étendues bien au-delà de l'agenda commercial. Les décisions prises en 2023 par le Bureau de la représentation commerciale, par exemple, ont profondément modifié le coût marginal d'exploitation des compagnies étrangères, en particulier dans les terminaux d'entrée sur le sol américain. Les tarifs supplémentaires appliqués aux services logistiques, aux redevances de survol, au traitement du fret et aux licences d'exploitation ont créé un climat d'incertitude qui a compromis la prévisibilité exigée par les entreprises aux marges réduites et au calendrier just-in-time. C'est dans ce contexte que le département de la sécurité intérieure, DHS, a également élargi ses exigences opérationnelles pour les vols internationaux, en exigeant de nouveaux protocoles de vérification des documents et d'inspection préalable des cargaisons dans les aéroports étrangers à destination des États-Unis. Bien que ces mesures aient été justifiées par la protection des frontières, elles ont allongé le temps moyen de traitement et introduit des retards qui ont rendu certaines liaisons non viables selon les paramètres commerciaux traditionnels. Certaines compagnies ont choisi de maintenir des vols avec des escales intermédiaires dans des hubs de pays tiers, ce qui, dans la pratique, a supprimé le rôle d'intermédiaire précédemment joué par les aéroports américains. Parallèlement, un changement notable s'est opéré dans la politique d'octroi des visas, en particulier dans les consulats situés dans les pays de l'hémisphère sud. Les longues files d'attente et les goulets d'étranglement administratifs au sein du département d'État, aggravés par des coupes budgétaires successives, ont entraîné des délais de plus de 200 jours pour le traitement des demandes d'entrée aux États-Unis. Cette situation a compromis la planification des voyages d'agrément, d'études et d'affaires, éloignant les visiteurs potentiels et redirigeant les flux vers des pays ayant des politiques consulaires plus prévisibles. L'impact de ce recul ne s'est pas limité au secteur aérien, mais a touché des chaînes économiques connexes telles que le tourisme, l'hôtellerie, les événements universitaires et le commerce à forte valeur ajoutée. La Federal Aviation Administration, FAA, quant à elle, a dû faire face à des pressions simultanées de la part des compagnies nationales et des opérateurs internationaux. La tension entre la nécessité de maintenir des normes de sécurité strictes et la pression pour rester compétitif a mis en évidence des faiblesses institutionnelles qui ont affecté la crédibilité réglementaire du secteur. Certains incidents impliquant des avions de fabrication nationale, associés à des enquêtes internes et à la suspension de certification, ont contribué à l'éloignement des opérateurs qui utilisaient auparavant des avions américains comme élément central de leur flotte sur les liaisons internationales. L'image de fiabilité technique, autrefois un atout, a été remise en question dans des forums spécialisés, renforçant le déplacement de la préférence vers des aéroports extérieurs au réseau américain. Cette convergence aide à comprendre pourquoi le déclin du trafic aérien international aux États-Unis ne s'est pas produit de manière homogène, mais a suivi des schémas spécifiques en fonction de la vulnérabilité institutionnelle de chaque terminal. Dans le cas de Miami, la dépendance à l'égard des accords consulaires avec les pays d'Amérique latine a rendu la ville particulièrement vulnérable aux défaillances administratives dans le traitement des visas. À Boston, l'impact a été plus visible dans la diminution des flux universitaires et des échanges scientifiques, historiquement soutenus par des politiques d'attraction internationale qui ont perdu de leur vigueur au cours des 3 dernières années. Seattle, quant à elle, a dû faire face à l'affaiblissement de sa position stratégique en raison de l'instabilité de la réputation de l'industrie aérospatiale basée dans la région. Le recul progressif s'est également accentué avec la politique de réciprocité adoptée par les pays touchés par les tarifs américains.
Certaines nations ont choisi de revoir leurs accords bilatéraux en matière d'aviation civile, en redirigeant les vols et en limitant les fréquences sur les liaisons auparavant dominées par les compagnies américaines. Cette reconfiguration ne s'est pas seulement produite dans les coulisses diplomatiques, mais a pris un caractère opérationnel lorsque les grands acteurs de l'aviation, tels que Lufthansa, Emirates, Qatar Airways et Singapore Airlines, ont commencé à privilégier les investissements dans de nouveaux hubs en dehors du territoire américain. En moins de 2 ans, des villes comme Doha, Dubaï, Toronto, Francfort, Séoul et Singapour se sont imposées comme des alternatives privilégiées dans les plans d'expansion. Un autre vecteur de convergence important a été l'impact fiscal de la baisse du flux. Les villes fortement dépendantes du tourisme international, telles que Los Angeles, New York et Miami, ont enregistré des pertes significatives de recettes liées aux taxes aéroportuaires, à l'hébergement, à la consommation et au transport de marchandises. Cela a contraint les administrations locales à revoir leurs contrats avec les opérateurs logistiques, à supprimer les incitations régionales et à reporter leurs plans de modernisation. Dans certains cas, comme celui de Portland, la baisse des recettes a rendu impossible l'entretien de certains terminaux, entraînant la fermeture définitive de portes auparavant dédiées aux vols internationaux. Dans ce contexte, les agences fédérales de planification ont commencé à revoir leurs projections à long terme pour le secteur. Des études présentées au Congrès en octobre, malgré les efforts de reprise, indiquent qu'il faudra au moins 7 ans pour que le réseau aérien international des États-Unis revienne au niveau de 2022, à condition qu'aucun nouvel événement perturbateur ne survienne. Dans un avis adressé au ministère des Transports, le Conseil national des infrastructures a qualifié la situation de transition prolongée de centralité, évitant le terme déclin, mais reconnaissant que les États-Unis ont cessé d'être le pivot automatique de la convergence mondiale. C'est dans ce contexte que des analyses continues deviennent indispensables. Comprendre les développements institutionnels qui affectent les infrastructures nationales n'est pas seulement une question technique, c'est aussi un élément clé pour interpréter les transformations du rôle mondial des États-Unis. Suivre ces reconfigurations avec rigueur et en tenant compte du contexte permet d'éviter les interprétations simplistes et d'identifier ce qui est réellement en jeu. Il existe différentes évaluations sur ce qui explique réellement le désertement progressif des aéroports américains. Pour une partie des analystes spécialisés dans le commerce international, ce phénomène est interprété comme une conséquence prévisible. Bien que largement sous-estimé, des changements délibérés introduits dans la politique tarifaire au cours des derniers cycles administratifs. Dans cette optique, la centralité logistique ne constitue pas un attribut permanent, mais un atout dépendant de la stabilité normative et de la prévisibilité réglementaire. Lorsque ces conditions sont compromises, même par des décisions spécifiques, les acteurs du système ont tendance à réagir de manière pragmatique, en réaffectant les itinéraires et les opérations vers des environnements considérés comme plus sûrs. L'élément central de ce raisonnement ne se limite pas au coût immédiat, mais implique la confiance établie à moyen terme. Le réacheminement du trafic aérien n'est donc pas considéré comme une sanction directe à l'encontre du pays qui instaure les tarifs, mais comme une stratégie rationnelle d'atténuation des risques adoptée par les opérateurs. Cette analyse soutient que le mouvement actuel ne peut être inversé uniquement par des incitations financières ou des actions promotionnelles, mais nécessite une révision structurelle des politiques d'intégration logistique et de circulation internationale. En revanche, il existe une deuxième interprétation moins économique et plus institutionnelle. Les juristes et les spécialistes de la gouvernance fédérale soutiennent que l'affaiblissement des grands hubs aériens ne doit pas être analysé de manière isolée, mais s'inscrit dans un processus plus large de désorganisation systémique.
Selon cette interprétation, le manque de coordination cohérente entre les agences fédérales, les administrations étatiques et les gouvernements municipaux dans la formulation des politiques migratoires, douanières et commerciales a généré des chevauchements de compétences, des frictions opérationnelles et des blocages décisionnels. Il en résulte un système fragmenté, dans lequel coexistent des priorités divergentes, produisant des signaux ambigus pour les partenaires internationaux. Au lieu d'une orientation stratégique claire, c'est une perception d'hésitation institutionnelle qui s'installe. Même si de nouvelles routes devaient être rétablies ultérieurement, ce courant estime que la perte de crédibilité aura déjà eu des effets durables sur le positionnement des États-Unis d'Amérique en tant que plateforme fiable de transit mondial. Un troisième axe d'interprétation met l'accent sur les impacts en termes de réputation. Les experts en diplomatie économique et en soft power soutiennent que la perte de protagonisme logistique des États-Unis transcende le secteur des transports. Pour ces analystes, les aéroports ne sont pas seulement des infrastructures opérationnelles, mais aussi des symboles d'ouverture, d'influence et de capacité de dialogue international. Lorsque ces espaces perdent leur dynamisme, le préjudice ne se limite pas aux recettes ou au volume de passagers, mais affecte directement l'image projetée sur la scène mondiale. Dans un contexte de concurrence croissante pour la centralité, la consolidation de hubs alternatifs dans des pays ayant des stratégies explicites de projection d'influence, telles que la Turquie, les Émirats arabes unis, Singapour et le Canada, renforce la perception qu'une dispute structurelle est en cours. Dans ce contexte, le retrait des États-Unis d'Amérique de positions auparavant considérées comme incontestables tend à être perçu non pas comme un choix stratégique délibéré, mais comme un signe de fragilité institutionnelle. Malgré les différences entre ces approches, un point de convergence s'impose: la reconnaissance que le phénomène en cours ne peut s'expliquer par un seul facteur isolé. Le recul du trafic international dans les principaux aéroports nord-américains résulte de l'interaction de variables économiques, réglementaires, politiques, diplomatiques et culturelles. La combinaison de ces éléments a produit un scénario qu'aucune des instances concernées ne semble avoir anticipé dans son intégralité. Pour cette raison, il n'existe pas non plus de consensus sur la réponse la plus efficace. Certaines autorités préconisent une révision complète des cadres réglementaires de l'aviation internationale. D'autres misent sur des mesures ponctuelles de relance et d'assouplissement. D'autres propositions suggèrent une réorientation stratégique, donnant la priorité à l'intégration régionale, avant de chercher à retrouver une position centrale sur la scène mondiale. Jusqu'à présent, cependant, aucune de ces initiatives isolées n'a réussi à modifier de manière significative la trajectoire observée ces derniers temps. Le débat se déplace ainsi vers une question plus profonde. Dans quelle mesure la structure institutionnelle des États-Unis d'Amérique est-elle prête à fonctionner dans un scénario où sa position géopolitique n'est plus garantie par l'inertie historique? Le défi ne se limite pas à la reprise des liaisons ou à l'augmentation du flux de passagers, mais implique la reconnaissance du fait que l'architecture logistique mondiale traverse une phase de transformation accélérée. D'autres pays ont élaboré des alternatives fondées sur des investissements coordonnés, une diplomatie stratégique et l'intégration technologique. Face à cette évolution, la réponse américaine reste fragmentée. L'absence d'un plan national intégré pour la revalorisation des terminaux internationaux, l'absence d'objectifs convenus entre les différents niveaux de gouvernement et le dialogue limité avec le secteur privé renforcent le sentiment de désorganisation. Dans le même temps, des signes ponctuels de mobilisation institutionnelle apparaissent. Certains États ont lancé de manière autonome des réformes au sein de leurs autorités aéroportuaires. Des groupes législatifs au niveau fédéral ont commencé à mettre en place des commissions chargées d'évaluer les impacts du ralentissement du trafic aérien sur la compétitivité économique.
des centres de recherche liés à des universités et des think tanks produisent des études techniques proposant des solutions pour faire face à ce déclin. Ces initiatives ne se sont toutefois pas encore traduites par une politique publique intégrée. En attendant, le système continue de réagir aux événements au lieu de promouvoir un repositionnement stratégique cohérent. Le scénario reste donc ouvert. L'évolution des liaisons internationales dans les prochaines périodes dépendra non seulement des décisions politiques immédiates, mais aussi de la capacité institutionnelle à coordonner de multiples vecteurs de manière stable et prévisible. La trajectoire observée jusqu'à présent suggère que le repositionnement des États-Unis d'Amérique en tant que centre logistique international exigera plus que des ajustements techniques. Il exigera des objectifs clairs, un renforcement du dialogue mondial et une volonté effective de revoir des hypothèses qui, pendant longtemps, ont été considérées comme incontestables. Pour ceux qui suivent ces développements avec une attention analytique, il reste nécessaire d'observer non seulement les effets les plus immédiats, mais aussi les processus structurels en cours. C'est dans ce suivi continu, critique et contextualisé que se trouvent les éléments capables d'éclaircir non seulement ce qui se passe, mais aussi ce qui pourrait se consolider comme un nouveau modèle de fonctionnement de la logistique mondiale.